Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans À contre-courant, votre émission de cinéma qui parle de films qui ont marché mais qui n'auraient pas dû, et à l'inverse, de films qui n'ont pas marché mais qui auraient dû. Et aujourd'hui, on va parler de... Donc, Spectre C. Un film de 2015 réalisé par Sam Mendes avec Daniel Craig, Léa Seydoux et Christophe Waltz. C'est un film qui a coûté 245 millions de dollars et qui en a rapporté à peu près 881 millions dans le monde. Question critique, il culmine à 3 étoiles sur 5 sur l'ensemble de la presse. Spectre est la suite de l'indéniable réussite Skyfall. Le film commence avec un plan séquence magnifique de la fête des morts au Mexique. On reconnaît notre agent secret britannique préféré au bras d'une femme magnifique qui rentre dans une chambre d'hôtel et la laisse en plan pour courir après les méchants et nous offrir une excellente baston qui se termine en apothéose par notre 007 qui repart en hélicoptère en regardant une bague qu'il a récupérée au malotru. Une scène d'introduction qui envoie du lourd et qui tient toutes ses promesses pour la suite, et pourtant je ne peux m'empêcher de penser à cette pauvre femme qui doit attendre encore le retour de James à l'heure actuelle dans sa chambre d'hôtel. Bon, bah il viendra pas. James Bond se fait remonter les bretelles par M. Voldemort qui le met à pied. Le nouveau coordinateur de service de sécurité, c'est-à-dire le boss du boss de Bond, apparaît et annonce qu'il va sortir le renseignement britannique au grand jour. Je crois qu'il n'a pas compris ce que voulait dire secret dans service secret, et Bond s'offre un rendez-vous avec Moneypenny. James Bond explique alors à Moneypenny que M, L'ancienne, celle qui est morte, M lui a donc laissé un message lui disant de tuer le mec de Mexico et d'aller aux funérailles. James Bond demande l'aide de Moneypenny et récupère dans la foulée quelques gadgets habituels, sans oublier une Aston Martin qu'il vole. Il va aux funérailles et y découvre un homme mystérieux. Bon, nous, on l'a reconnu parce qu'on connaît tous l'acteur, mais faisons comme si c'était mystérieux. James Bond attend que tout le monde s'en aille pour aller parler à la veuve incarnée par une Monica Bellucci de 50 ans, mais plutôt bien conservée. Il la sauve de tueur à gages, la séduit d'une manière qui mettra en PLS les misandres hystériques et en profite pour lui soutirer des informations sur Laura Palmer. Le rappeur? Non, ça c'est l'homme pâle. Ah, la bouffe pour chien. Non, ça c'est Pédigré pâle. Les saignements quand on fait caca? Non, ça c'est fissure anale. Et c'est dégueulasse. 007 fait mettre Monica en sécurité et va infiltrer la société secrète qui contrôle 70% des vaccins antipaludiques, 34% des traitements HIV et 40% de tous les anticancéreux quand le big boss de l'organisation arrive. Un big boss tellement important qu'il a un homme de main juste pour lui approcher son micro. Ça parle dans toutes les langues pour dire qu'il faut tuer Laura Palmer et Batista le Catcher débarque, bute un des hommes façon montagne dans Game of Thrones et prend sa place. Mais sa petite impression ne dure pas longtemps car le big boss se met à parler à James, provoquant sa fuite. Une course-poursuite en voiture s'engage entre James Bond et Drax en plein centre-ville de Rome. C'est marrant ça, il n'y a jamais de trafic dans les grandes villes dans les scènes de course-poursuite des films d'action. Une bonne course-poursuite plus tard, et voilà notre James Bond préféré parti à la recherche du roi pâle qui s'avère être Monsieur White, personnage mystérieux qu'on a déjà vu dans Casino Royale et Quantum of Solace, et qui décide de parler du fameux boss dénommé Franz, personnage encore plus mystérieux, et le moins qu'on puisse dire, c'est que... Il est partout à la fois. Partout à la fois. Il est assis à votre bureau, il embrasse votre maîtresse, il dîne à la table de votre famille. Vu comment Monsieur White le décrit, c'est sûrement un méga big boss. Bond comprend que White a une fille, fait un marché avec lui pour la protéger en échange d'informations sur ce fameux boss. White lui dit de trouver sa fille et qu'elle le conduise à l'américain avant de se suicider, non sans une petite phrase typique sortie de derrière les fagots. Pendant ce temps, M visite les nouveaux quartiers de la sécurité nationale présidé par C, le coordinateur. Un débat entre les nouvelles technologies et l'humain conduit C à montrer à M que Moneypenny et Bond ont trahi sa confiance. Bond rencontre Madeleine Swann, la fille de White, et aïe aïe aïe, c'est Léa Seydoux. Et merde, ça commence. Bref, Bond échoue pour convaincre Swann de venir avec lui, mais après une tentative de hold-up, des courses-poursuites en ULM, des bagarres et des meurtres, elle change d'avis. Pendant ce temps, Q pirague la bague du début et découvre que tous les gros méchants des derniers films étaient à la solde de Franz. Donc, si on écoute tout ça, Franz, c'est vraiment sûrement le méga big boss du game. À force de t'entendre répéter ça, j'ai l'impression que ça cache quelque chose. Non. Finalement, Madeleine Swann coopère et amène Bond à l'américain, l'hôtel de vacances de la famille White situé au Maroc. James cherche un indice pendant que Madeleine se bourre la gueule et finit par tituber et dormir dans une performance d'actrice tout à fait relative. James finit par trouver une pièce secrète qui le conduit sur une nouvelle piste et part avec Madeleine Swann en train pour revivre une scène qu'on a déjà vécue dans un précédent film. Pendant ce temps, on a droit à des magouilles politiques et clichés habituels de lutte entre la technologie numérique de défense et l'emploi d'agents humains histoire de nous donner une intrigue secondaire. Retour au train où le 6 fois champion du monde de catch se jette sur Bond et déclenche une bagarre qui n'est pas sans rappeler une autre scène d'un autre Bond, et c'est la fin de tournage pour Dave Bautista. Madeleine et James finissent enfin par conclure et s'arrêtent au milieu de nulle part. Ils attendent jusqu'à ce qu'un chauffeur vienne les chercher pour les amener chez Franz. Un majordome leur propose de se reposer un peu dans leur chambre où ils vont retrouver une photo d'enfance dessus et oh putain j'aime pas la tournure que ça prend.
Franz apparaît enfin et leur fait visiter sa somptueuse demeure avant de prouver qu'il a des informations sur tout en annonçant à James que le programme 00 est mort. C'est donc vraiment le big boss de l'enfer du game. Ça cache clairement quelque chose. Oui, ça cache quelque chose. James comprend que Franz ravage des villes dans le but d'offrir des services de renseignement aux pays du monde afin de les contrôler et que C est un de ses disciples. Franz en profite pour confirmer que tous les ennemis de Bond étaient également à sa solde mais qu'il est aussi responsable des morts de toutes les femmes de sa vie. Il n'y pense même pas. Trop tard, c'est déjà sur le montage. Franz décide alors de montrer les derniers instants de la vie du père de Madeleine pour la blesser, mais James la convainc de se concentrer plutôt sur son regard de lover avant de se faire assommer. Il se réveille alors attaché sur un siège, prêt à apprendre une bonne vieille séance de torture jusqu'à ce que Madeleine pose enfin la question la plus importante de tout le film. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Tu sais probablement que notre James a perdu ses parents quand il était encore jeune. Mais sais-tu que c'est mon père qui l'a aidé à surmonter cette douloureuse période? 2 hivers durant, il lui a donné des leçons de ski, d'alpinisme et de chasse. Il a soulagé les blessures du pauvre petit orphelin aux yeux bleus. Il m'a demandé de le considérer comme mon frère, mon petit frère. Alors tu as tué ton père? C'est exact. Ce coucou m'a fait comprendre que la vie de mon père devait s'arrêter. Quoi? T'es en train de nous dire que la seule raison pour laquelle tu tortures ton frère, t'as créé une organisation criminelle mondiale, infiltré des pays, décimé des villes, gangréné plusieurs pays avec pour ambition de dominer le monde, c'est parce que papa t'a pas fait assez de câlins quand t'étais petit? Mais tu te fous de ma gueule, film? Vous avez en une phrase foutu en l'air tout le crédit donné à l'organisation ennemie principale de James Bond dans les 4 derniers films, mais aussi dans 8 films originaux et 7 romans. Voilà, on y est. C'est maintenant que le film qui commençait déjà à vaciller depuis une bonne demi-heure atteint son point de non-retour. À partir de maintenant, il peut se passer n'importe quoi, j'en ai plus rien à foutre. Donc, on va quand même finir. Franz poursuit son expérience de privation d'essence pour finir sur une mort bien douloureuse, mais oh, ben ça marche pas. Et puis oh ben tiens, il s'échappe et les 60 gardes qui sont là, ben ils peuvent rien y faire. T'es un peu dur là. Je l'ai dit, j'en ai plus rien à foutre. Et ça fait boum boum, explosion, explosion. Et allons, dans les persos secondaires dont tout le monde se fout, retrouve James Bond qui explique les intentions de son frère. Putain, c'est son frère. M et Bond sont prêts à repartir, mais finalement Madeleine dit qu'elle veut plus jouer à la bagarre et elle le quitte. M et Bond partent en voiture, se font rentrer dedans par des méchants, James se fait enlever encore une fois, mais en fait non, il s'échappe, rentre dans l'ancien building du MI6 où Franz a organisé une mise en scène sacrément compliquée à base de photos de James sur cible et photos de tous les méchants pour rappeler encore une fois à quel point il a violé l'intrigue de tous les films de l'ère Daniel Craig et se présente face à lui devant une vitre blindée pour lui révéler que, oh surprise, ben Madeleine elle a été enlevée. Ben dis donc, ça en fait des événements. Évidemment, James a 3 minutes pour retrouver Madeleine dans un building immense et partir avant que tout n'explose. Et oh, ben il y arrive. M bute C, Q empêche la mise en ligne du service de renseignement diabolique, Franz s'échappe en hélicoptère, James l'arrête, Franz lui demande de le tuer, James refuse, le livre à M et repart avec Madeleine. Et c'est la fin de Spectre. Ah non, Q est dans sa base, Bond arrive, lui demande une faveur et repart avec l'Aston Martin original aux côtés de Madeleine. Et c'est la fin de Spectre. Bon, ce film, c'est une grosse déception. Si la première heure est vraiment prenante, la deuxième plonge inéluctablement dans le what the fuck. Et c'est d'autant plus rageant que ce film avait le potentiel de surclasser Skyfall, mais il échoue lamentablement à cause de petits détails. On va commencer par les points positifs du film. Le plan séquence d'ouverture est super bien maîtrisé, la lumière est géniale, elle apporte une vraie dimension au film, la mise en scène est propre et le jeu d'acteur est quasiment excellent tout le temps. Quasiment. Bon, je vais pas m'attarder trop longtemps sur Léa Seydoux parce que c'est peut-être que moi, mais je trouve que dans ce film, elle joue assez mal. Ou alors c'est peut-être qu'elle n'arrive pas à se placer aux côtés d'acteurs comme Daniel Craig ou Christoph Waltz. Après, j'avoue que j'ai toujours eu du mal avec Léa Seydoux. À part dans La vie d'Adèle où elle s'en sort bien, il y a toujours un truc qui me dérange dans son jeu. Mais c'est surtout le personnage de Madeleine qui m'énerve. On lui donne une fausse consistance de femme forte avec une part de sensibilité cachée qui me rappelle une sorte de sous-Vesper Lynd. Si je devais résumer le personnage, je dirais Vesper en moins bien. Et ça m'agace de voir James Bond tomber amoureux d'elle. Déjà parce que c'est la fille d'un mec qu'il a cherché à tuer 2 fois, mais en plus et surtout parce que James Bond est supposé être un homme à femme.
Un homme sensible au charme charnel et insensible au charme émotionnel, et ceci depuis la mort de Vesper, qui est supposée être la seule femme qu'il ait jamais aimée, rendant le personnage de James plus intéressant et touchant. T'oublies son épouse dans le film Au service de Sa Majesté. C'est vrai, mais pour beaucoup, ce film est assez décalé avec l'univers de James Bond habituel, donc je sais pas si on peut vraiment le prendre en considération dans la chronologie. Et ce problème de créer des sous-personnages par rapport à d'autres personnages d'anciens films, on peut le voir aussi sur d'autres, à l'image de Monsieur Hinks, interprété par Dave Bautista, et devant qui je ne peux m'empêcher de voir le requin, mais en moins iconique. Et ce n'est pas parce que l'acteur est plus musclé et les combats mieux rythmés que le personnage en devient pour autant plus impressionnant. Enfin, et c'est là le point le plus négatif du film et qui m'en a fait sortir, Franz. Franz est en réalité le personnage de Ernst Stavro Blofeld, le leader de l'organisation criminelle nommée Spectre. Et d'ailleurs, pourquoi Spectre? Ça veut dire service pour l'espionnage, le contre-espionnage, le terrorisme, la rétorsion et l'extorsion. Ah, je préfère Spectre. Dans les romans originaux de Ian Fleming, Spectre est inspiré du Smerch, une organisation secrète de contre-espionnage soviétique créée en 1943 par Joseph Staline et qui avait pour mission de traquer et tuer les traîtres et éléments criminels de l'armée rouge. Elle a été dissoute à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ce laps de temps a suffi à l'auteur pour la citer dans les premiers romans avant de remplacer son nom par Spectre. On la retrouve dans pas moins de 7 romans et 8 films originaux avant de devenir l'antagoniste secret principal des films de l'ère Daniel Craig. Ce qui veut dire que tous les ennemis de James Bond de ces 10 dernières années sont impliqués de près ou de loin dans Spectre. Et le but de cette organisation est la recherche de nouveaux profits pour dominer le monde, et ce dans divers domaines. C'était très estampillé guerre froide dans les films originaux où l'organisation cherchait à affaiblir les deux superpuissances de l'époque, mais même jusqu'à la première moitié du film Spectre, c'est encore fidèle à l'œuvre originale. Le chiffre cherche à investir l'argent des terroristes, Dominic Green contrôle 60% de l'eau en Bolivie sous couvert de son association philanthropique en référence directe au spectre des romans qui agissent sous couverture de soutien aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, et Raúl Silva cherche à affaiblir les superpuissances avec des cyberattaques et révélations de secrets internationaux. Et c'est très bien représenté dans 2 scènes. D'abord celle de l'opéra dans Quantum of Solace, qui est pour moi la meilleure scène du film, et dans cette scène. Bref, Spectre, c'est une organisation claire et précise qui se suffit à elle-même pour se poser en antagoniste naturel de James Bond, du Royaume-Uni, des États-Unis et même du système solaire tout entier. Alors pourquoi ? Au grand pourquoi gâcher plus de 50 ans d'histoire en essayant d'instaurer une dimension familiale à un personnage qui n'en a pas besoin ? Et pourquoi vouloir justifier le point de départ du cerveau exceptionnel d'une organisation machiavéliquement brillante ? Je veux dire, y avait-il vraiment besoin que Franz soit le frère de James pour rendre l'intrigue pertinente ? On n'aurait pas pu s'attarder davantage à l'organisation elle-même, un peu plus comme, je sais pas moi, un film d'espionnage ? Parce que même si les films de James Bond évoluent et c'est normal, ils reposent sur une base d'éléments indissociables à ce genre auquel il appartient. Vous me direz peut-être que ça justifie la haine de Franz envers James et donne de l'intérêt à la scène de torture dans le film. Sauf que non, ça marche pas. Déjà parce que la scène de torture s'avère inutile dans la mesure où ça n'a pas l'effet escompté et que pire encore, James Bond s'en sort sans aucune séquelle particulière, contrairement à Casino Royale où il passe plusieurs jours en fauteuil roulant dans une clinique, et aussi parce qu'il n'a pas besoin de ça pour s'en prendre à lui. Par exemple, le chiffre le torture parce qu'il veut récupérer son argent et Silva essaie de l'enrôler. Franz aurait très bien pu dire « Ah bah oui, James je le connais bien, il passe son temps à contrecarrer mes plans, il prend de l'argent de chiffre, il tue Dominique, il arrête Raoul, c'est vraiment une plaie ce bâtard !» Des dizaines de raisons sans être obligé de passer par la case « c'est mon frère, je suis jaloux ». Alors pourquoi ? Je pense que c'est une question de contexte. Skyfall a été un énorme succès tant du point de vue commercial que critique, les journalistes et spectateurs louant les mérites d'une histoire plus intimiste autour du passé de James Bond, et les producteurs, pensant tenir la formule, ont voulu jouer là-dessus. Sauf que dans le cas de Skyfall, c'était pour les 50 ans de la franchise, et donc ça justifiait quelques clins d'œil au passé de Bond. Ici, c'est juste pour vouloir créer un enjeu personnel alors qu'il n'en a pas besoin. Et c'est ce petit détail qui n'a l'air de rien comme ça, qui fout en l'air la cohérence du film et qui personnellement m'en fait sortir. Voilà pourquoi, pour moi, et ça n'engage que moi, Spectre qui démarrait très bien est une déception qui finit en eau de boudin. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, activez la cloche et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Salut!